Bonjour et bienvenue à la conférence régionale de l'emploi territorial 2026 organisée par la coopération régionale des centres de gestion des pays de Loire. Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. C'est une dynamique de coordination et de mutualisation et de spécialisation qui est engagée depuis un peu plus de 4 ans. Alors une conférence régionale pour l'emploi, c'est une obligation, mais c'est aussi et surtout l'opportunité de choisir des thèmes à fort enjeu. En l'occurrence, un thème en prise directe avec les difficultés des employeurs et des services du bloc local autour des trajectoires professionnelles, comment accompagner au mieux les mobilités imposées. Pourquoi ce thème? Parce que face à l'allongement des carrières, la pénibilité de certains métiers, la hausse des inaptitudes médicales, la fonction publique territoriale, même si cette question n'est pas une question nouvelle, est néanmoins de plus en plus confrontée à des mobilités subies, souvent vécues par les agents comme de véritables ruptures professionnelles. Alors comment anticiper ces situations? Comment sécuriser les parcours professionnels tout en préservant la santé des agents? Comment garantir la continuité du service public? Quelles solutions concrètes et opérationnelles pour transformer une obligation légale en levier d'accompagnement et d'innovation RH? Voilà les questions dont nous allons débattre avec nos intervenantes et intervenants que je m'empresse de vous présenter. Jérôme Grelot, vous êtes sociologue, auteur notamment pour l'Observatoire MNT d'une étude de reclassement vers une nouvelle culture. Alors je me souviens moi d'une chronique territoriale que vous aviez écrite, je crois, en 2018, avec un titre évocateur, si je puis dire, Cassé, tu finiras. Et je vous en cite un extrait. Il est certain que tout ce gâchis humain coûte et coûtera cher aux collectivités. Il est donc temps de prendre la question collectivement et à bras le corps. En un mot, ne pas se contenter de l'approche geste et posture, utile mais insuffisante, et s'engager vers une véritable gestion durable des personnes. Alors vous nous direz où nous en sommes. Laurence Pierret, vous êtes médecin de prévention au CIG Grande Couronne. Oui. Et nous, avec vous, nous parlerons d'abord de votre métier et du regard particulier et précieux que vous pouvez porter sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Camille Turci, vous êtes responsable secteur accompagnement et parcours professionnel à la ville du Mans, ou à la ville de Le Mans, bon, en tout cas on a compris, ville, métropole et CCAS. Et vous avez abordé ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui dans vos collectivités sur un terrain quasi vierge, j'allais dire. Et vous nous expliquerez ce que vous avez mis en place, des difficultés que vous avez rencontrées et les succès aussi que vous avez rencontrés, bien sûr. Et puis, Karine Nicard nous rejoindra pendant cette réunion. Elle est DGS mutualisée de Luberon-Mont-Vaucluse, d'agglomération et ville de Cavaillon. Elle nous rejoindra en visio tout à l'heure pour nous expliquer ce qui a été mis en place pour anticiper les ruptures et les cassures professionnelles dans ces collectivités. Alors, même si vous interviendrez successivement, ce qui est plus facile dans ce format à distance, n'hésitez pas à certains moments à me faire signe si vous souhaitez réagir à tel ou tel propos. J'ajoute que nous aurons également un court témoignage d'une mobilité réussie. Et enfin, vos questions qui me seront transmises et que je poserai soit au fil du temps, si elles sont liées aux propos d'une intervenante ou d'un intervenant, soit à la fin. Voilà. Donc un programme chargé. Nous sommes ensemble jusqu'à 12 heures. Restez connectés. Je connais la qualité des intervenantes et des intervenants. À mon avis, vous auriez tort de vous déconnecter. Vous auriez vraiment des regrets. Alors, on va commencer par vous, Jérôme Grelot. On va parler d'abord peut-être un peu sémantique, si je puis dire. Il y a des termes, mobilité imposée, reconversion, évidemment accompagnement, mais il y en a eu d'autres à certaines époques, parfois qui étaient des termes un peu méprisants, que je ne citerai pas. Derrière cette évolution sémantique qui donne un peu peut-être un coup de vieux au mot reclassement, est-ce qu'il y a une véritable évolution dans la prise en compte de l'usure professionnelle? Alors, tout ce vocabulaire et ces évolutions sémantiques, parfois, on pourrait croire que c'est une sorte de relooking qui transforme un fossile administratif, le reclassement, et qui le met dans la novlangue managériale. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Ça ne serait pas tout à fait juste. Ce n'est pas qu'un relooking, me semble-t-il, même si ça présente pas mal de limites, en fait. Je dis que ce n'est pas qu'un relooking parce que ça se traduit par du concret, quoi. Enfin, je veux dire, par un renouvellement de l'approche. Et je noterai notamment par rapport à ça la question de la création de la PPR, quoi. La période préparatoire au reclassement, c'est une vraie avancée. D'un seul coup, avant on passait de ancien poste, nouveau poste avec les arrêts entre-temps. Là, il y a
comment dire, il y a un temps, c'est un sas transitionnel d'une certaine façon, qui permet de faire un travail et qui réinscrit un peu le reclassement dans une perspective finalement de reconversion, quoi. Et puis le mot accompagnement, justement, PPR, ça permet de l'accompagnement. Et là, je voudrais directement un peu rendre hommage, parce qu'à travers l'étude, j'ai évidemment vu un peu le travail qui était fait par médecins du travail, les psys du travail, assistantes sociales, etc., conseillers en évolution professionnelle, qui font tout un accompagnement d'une subtilité qui permet justement de passer de cette situation un peu subie à quelque chose que je peux m'approprier. Alors, c'est pas forcément complètement choisi, on le sait bien, mais il y a là vraiment tout un travail qui est assez exceptionnel. Euh, donc c'est pas qu'un relooking, ça a du sens, enfin je veux dire derrière il y a quelque chose de concret, mais ça présente quand même pas mal de limites parce que c'est très centré individu, on est sur le cas individuel, donc la question collective et la question organisationnelle, elle a plutôt tendance à passer un peu à la trappe, hein, d'une certaine façon, par rapport à ça. On est sur quelque chose qui est très, l'image qui me vient, c'est très problème-solution, quoi. D'un seul coup, on a un cas, c'est problématique, on ne sait pas quoi en faire, et puis on cherche une sorte de voie de sortie. Euh, Ce qui a tendance à mettre de côté toute la question de l'analyse du problème, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'analyse du problème, de qu'est-ce qui produit ces cas. Donc la question organisationnelle, elle est éclipsée. Et tous les facteurs d'usure professionnelle, parce que c'est la question que vous posiez, est un peu éclipsée par tout ça. Donc on met beaucoup d'énergie pour trouver des voies de sortie, mais on ne met pas suffisamment d'énergie, d'une certaine façon, pour anticiper les choses, faire un travail avant qui serait salutaire, quoi. Et c'est d'autant plus important, je reviens un peu sur ma chronique de 2018, donc total, j'ai l'impression de me répéter un peu, j'avais oublié cette chronique, mais c'est quand même, c'était tiré d'une expérience auprès d'une collectivité. Là, ce que j'ai découvert, c'est qu'on connaît les chiffres, quoi. C'est-à-dire, on sait qui est exposé durablement à les problématiques d'usure, donc on connaît les métiers, on sait quand les premiers signes vont apparaître, et on sait que ça va finir mal, en général, inaptitude et reclassement. Ce qui n'était pas le cas en 2018. Me semble-t-il, en tout cas, maintenant, il y a Enfin, des moins, chiffres, il y a déjà. des tableaux, etc. J'ai découvert ça. Donc, ce qui était un peu intuitif, là, pour le coup, on sait, quoi. Alors, on bassine avec la question du management dans l'incertitude. Excusez-moi de vous dire, là, vous avez de la certitude. Okay, donc, bon, voilà, il y a quelque chose à agir. Donc, Total, sur la question, je reviendrai plus précisément, là où on en est, il y a des initiatives. Alors, je les vois parce que dans les colloques, il y a les initiatives, parce que dans les médias, on parle des initiatives qui sont mises en place. Enfin, globalement, ça reste des initiatives. On n'est pas dans un changement de modèle, quoi. Le modèle reste toujours dans les têtes, arrêt, inaptitude, reclassement, une sorte de dispositif un peu global comme ça, administratif, hein, très administratif. Et bon, il en faut. Il y aura toujours du reclassement parce qu'il y aura toujours des situations subites comme ça qui sortent sans qu'on puisse les anticiper. Donc, mais l'enjeu, c'est dans le résiduel, ce modèle-là, et de sortir un peu de cette. Moi, je dis que c'est un habitus organisationnel. C'est comme si on fonctionne comme ça d'une certaine façon parce qu'on est pris dedans et on se moule comme ça dans le dispositif administratif, quoi. Donc, il faudrait en sortir. En préparant cette émission, vous évoquiez un rapport au temps. On va formuler ça d'une autre manière. C'est cette espèce de double temporalité qu'il peut y avoir entre à la fois la stratégie à mettre en place par la collectivité et puis le temps, j'allais dire, le temps du vécu de l'agent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que vous avez fait un article dans VK, d'ailleurs, excellent magazine, où vous disiez notamment qu'il est vrai que tout le monde ne chemine pas à la même vitesse, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par comment rencontrer ces deux temporalités? Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait l'étude sur le reclassement, l'étude de la MNT, c'est effectivement la question du temps, elle est déterminante, en fait. C'est un facteur un peu central. Et puis, ça a une double face. Ça a la face du côté de ce qui se passe du côté des agents. Et puis maintenant, c'est l'autre face qui serait justement de travailler cette notion du temps et avoir une approche stratégique par rapport à cette question-là. Donc, du côté des agents, il faut bien se rendre compte qu'on est dans des processus, en fait. C'est des processus qui se déploient sur du long terme. Vous prenez les TMS, l'usure professionnelle liée au TMS, ça se signale à bas bruit. Enfin, le médecin me confirmera peut-être les choses, mais enfin voilà, c'est des petits signes. Bon, hein. Et puis d'un seul coup, ça change, ça devient chronique. Et une fois que c'est chronique, c'est souvent un peu irréversible. Donc on est sur des processus qui prennent des années. Quand on regarde le parcours des agents qui sont en reclassement, le temps, là aussi, c'est une épreuve mais
sur des années en général. Sur des années. C'est-à-dire qu'il y a la maladie, il y a les arrêts, les processus administratifs de déclaration d'aptitude, le temps du reclassement. On est sur des 5, 6, 8 ans parfois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une épreuve extrêmement longue. Et puis, c'est une épreuve où là aussi, il y a des processus qui sont à l'œuvre et qui sont en fait des processus de fragilisation extrême de la personne. C'est-à-dire une personne qui est prise dans ce parcours-là, moi je dis tout le temps, elle est sur une pente, quoi, mais sur une pente glissante, qui est structurelle selon moi. Voilà. Elle est structurelle, elle va varier en fonction des personnes, des situations, etc. Donc, elle peut être plus ou moins accentuée, mais globalement, on est sur une pente glissante, parce qu'on rentre dans un cocktail de fragilisation, on est altéré, enfin il y a une altération de soi, il y a des troubles de l'identité, une capacité d'action réduite aussi bien au travail que dans sa vie domestique, projection quasiment impossible, et en même temps on est dans un truc de rupture, donc le temps est complètement disloqué, votre quotidien il est en vrac aussi, parce que le travail ça organise un quotidien, c'est un appui, c'est une structure, enfin bref, ça va de l'intime au plus social, j'ai pas évoquer l'isolement social aussi, ce qui est induit à travers ça, et qui est vraiment fragilisant. Et quand je dis fragilité, le terme, je l'ai choisi, c'est-à-dire, je n'ai pas dit vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est quelqu'un qui peut être blessé, quoi. Fragilité, c'est cassé, qui peut être cassé. Voilà. Confère l'article, la chronique, il y a longtemps. Donc voilà. Et donc ça, c'est des processus extrêmement longs et qui impactent en fait les capacités à tenir debout, tout simplement les gens. Et j'étais surpris, enfin pas surpris, mais ce qu'il dit, c'est une menace d'effondrement en fait. C'est la peur de sombrer, la peur de chuter, la peur de tomber, etc., etc., etc. Donc voilà, l'histoire de la pente, elle est quand même assez forte. Ça amène à, comment dire, on peut en déduire en tout cas que ce qui se passe, c'est que tout le dispositif un peu administratif que j'évoquais, là, c'est-à-dire la succession des arrêts qui sont nécessaires. Hein, les arrêts, ce n'est pas du tout une question de remettre en cause, c'est de savoir ce que ça produit, inaptitude, reclassement. En fait, ça sape complètement les conditions pour réussir une PPR. Réussir une reconversion, c'est déjà extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui a vécu le parcours que je viens de décrire, chapeau, quoi. Et donc, chapeau encore aux professionnels qui arrivent malgré tout, à récupérer tout ça, à retisser tout ça, pour certains en tout cas, qu'il y ait un reclassement réussi qui ressemble vraiment, parfois d'ailleurs, à une reconversion réussie. Donc ça, c'est le côté vécu. Donc on voit bien que le facteur temps est crucial en fait dans cette histoire-là. Plus le temps s'étire, plus la pente s'accentue, et plus ça va être difficile après de trouver des solutions. Donc voilà, il y a un enchaînement causal, là c'est complètement implacable. Et donc il y a un travail sur le temps à faire. L'approche stratégique, c'est justement de jouer sur le temps, parce qu'on va faire des processus qui sont dans la durée, en jouant sur quoi? Vitesse. Ouais, vitesse, c'est une question de temps. Vitesse du signalement, vitesse de la mise en place des aménagements. Voilà, le premier point, vitesse. La question des délais aussi est importante. Par exemple, justement, la PPR, c'est vrai que je remets en cause un peu son... C'est bien qu'on fixe un délai d'1 an, c'est bien qu'il y ait une butée, il y a quelque chose comme ça. Mais sauf que, effectivement, tout le monde ne chemine pas à la même vitesse. Et si on dit que c'est une reconversion et qu'il y a un travail de cheminement à faire, il y en a, ça va aller en 6 mois, et d'autres, il faudra peut-être 2 ans. Donc, on met un peu de souplesse dans ces délais. Ça me semble quelque chose d'important. Il y a un problème majeur. Est-ce qu'on en... Ah, il est tombé. Les choix du directif. Non, parce que dans la passion de son discours, Jérôme Grelot a arraché son micro. Ça va de revenir. Des pouces se lèvent en régie. Excusez-moi, mais c'est vrai que je suis assez mobile en général. Le micro, j'en ai été où l'enchaînement causal, le délai de PPR, mais ça peut être aussi les délais la durée de remplacement d'un quelqu'un absent. Il y a un enjeu stratégique derrière ça, parce que si le remplacement a lieu trop tard, on produit des conditions de propagation des symptômes et des facteurs d'usure. Donc voilà, il faut lutter aussi contre l'épidémie. Et enfin, dernier point sur une sorte de figure temporelle stratégique, c'est moi ce que j'appelle le renversement temporel. C'est-à-dire que c'est la question d'anticipation en fait, hein, tout simplement. Sinon, on ne fait que gérer les cas, et puis il va y en avoir de plus en plus. Hein. Donc voilà, on gère les flux, et puis on est centré sur la sortie. Bah, faut aller à la source, quoi. Enfin, je veux dire, l'enjeu est de l'approche véritablement stratégique, bah, c'est analyser les problèmes, voir les facteurs et déjouer. En fait, c'est ça. En fait, c'est déjouer des processus et qui sont à l'heure pour éviter d'arriver justement à ce flux massif. Ça sera intéressant d'avoir les commentaires de nos autres intervenantes après sur ce que vous dites. Alors, vous parliez des différences de personnes, du rapport au temps, etc. Mais il y a aussi
ce qui croise avec cette temporalité, le fait qu'il y ait des métiers qui sont plus exposés que d'autres. Oui. Et il y a le croisement de tout ça aussi. Oui, bien sûr. Ben, on l'avait évoqué un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a des métiers qui sont clairement identifiés. Donc, ça peut nous amener enfin moi en tout cas, je propose qu'il y ait une sorte de principe de ciblage. C'est-à-dire dans l'approche stratégique des choses, il y a un moment où on se dit, OK, il y a des métiers qui sont beaucoup plus exposés que les autres, donc on cible. C'est une option stratégique, c'est-à-dire de se dire, OK, on va mettre des moyens et le paquet, même si, j'y reviendrai un peu après, il ne faut pas oublier tout le monde, parce que je pense qu'il y a un autre enjeu comme ça, il y a deux couches d'une certaine façon, mais il y a une couche de ciblage, quoi. Et mettre le paquet pour moi, en termes là plus opérationnels d'une certaine façon, c'est le volet classique prévention, sauf que le volet classique prévention, il ne faut pas que ça se contente de la journée de sensibilisation au TMS, quoi. Pour produire des effets, il faut une action durable, des formations, actions au plus près du terrain, plus près des situations réelles de travail, collectif, donc on n'est plus dans l'individuel, geste, posture, comme je l'évoquais dans ma chronique d'il y a longtemps, mais dans quelque chose de beaucoup plus collectif, et puis qui vient réinterroger l'organisation du travail. Donc c'est des équipes qui se réunissent avec des animations un peu variées, on peut travailler sur la conscience de son corps, on peut filmer des situations professionnelles, on peut les analyser, et puis on peut faire des propositions pour faire évoluer justement le milieu de travail, quoi. Donc c'est un changement de paradigme, hein. C'est-à-dire que on n'est plus sur individu, comportement, mais on est sur collectif et situation de travail. Donc voilà, il y a un déplacement qui doit se faire, à mon sens, comme ceci. Et enfin, deuxième piste comme ça un peu opérationnelle, c'est ce que moi je l'ai appelé la reconversion anticipée, toujours dans une optique de ciblage. Alors là, c'est une sorte de proposition dispositif, mais qui est assez basique, hein, mais c'est recrutement. Attention, monsieur, madame, votre métier, il est quand même dangereux. Enfin, il y a du danger, en tout cas, qui est associé à ce métier-là. Vous ne pourrez peut-être pas le faire comme ça pendant toute votre carrière. Deux, sensibilisation continue lors des entretiens annuels d'évaluation. Trois, des rendez-vous réguliers avec la médecine du travail, et puis des rendez-vous médecine du travail avec un scan, enfin comment dire, des critères types, adaptés au métier d'une certaine façon pour bien suivre comme ça les évolutions. 5, je ne sais plus où j'en suis, mais des rendez-vous carrière beaucoup plus fréquents pour que la question de la mobilité, d'une reconversion se travaille petit à petit. Enfin voilà, il y a quelque chose à faire de ce registre-là. Et les formations continues pour anticiper d'éventuels transferts vers du côté administratif, donc sur l'informatique, sur un certain nombre d'aspects administratifs. Et enfin, ouvrir la PPR, en fait, plutôt. C'est-à-dire que là, elle vient en bout de course. L'idée, c'est de la faire glisser. C'est-à-dire que c'est plus l'inaptitude qui enclenche la PPR, c'est l'exposition au risque qui enclenche la PPR. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus dans un dispositif d'anticipation et de reconversion pour le coup. Il y a une phrase que vous aviez évoquée en préparant cette émission, qui était, on parlait de vigilance, vous disiez ne pas naturaliser l'usure professionnelle. Oui. Derrière ces mots-là. Je me méfie un peu ça renvoie à ces histoires de justement, on cible, et puis on fait reconversion anticipée. Et je m'interroge toujours en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire un employeur qui dit votre métier c'est dangereux, il va falloir dégager au bout de 10 ans, quoi. Comment dire, il y a quelque chose qui me trouble par rapport à ça, avec une sorte de tendance qui serait de dire, bah oui, c'est inhérent au métier, bon bah voilà, quoi, c'est comme ça, comme de l'érosion naturelle, vous voyez, c'est ça naturaliser, comme de l'érosion. Okay. Et alors que, ok, on sait qu'il y a des facteurs qui sont très forts, mais c'est justement pour ça, il ne faut pas faire simplement de la reconversion anticipée, comme je l'évoquais à l'instant, mais il faut aussi les formations, actions de prévention pour atténuer les effets de ces facteurs. En fait, la question que vous évoquez, c'est une question plus globale. On en parlera peut-être tout à l'heure avec nos deux intervenantes, mais c'est en fait la place de la santé au travail, notamment dans parler de management de l'incertitude dans le management, mais du management en général. Oui, il y a les métiers, il y a l'usure des métiers, et puis il y a encore un autre background, j'ai envie de dire, il y a une source de facteurs qui est le management comme ça de l'organisation. Il y a un problème en fait de place de la santé au travail. Elle est très polarisée dans les collectivités territoriales d'ailleurs aussi, sur absentéisme, arrêt. C'est-à-dire
elle est polarisée au moment où la question de la santé vient poser problème à l'organisation, en fait. Alors que je pense qu'on peut aujourd'hui, et même il faut, faire en sorte que la question de la santé au travail, elle irrigue le management de l'organisation. Vous voyez, je veux dire, il y a comme ça une sorte de bascule, ce qui nécessite de repenser ce qu'on met derrière le mot santé, je pense. C'est-à-dire que là, on est très maladie, pathologie. C'est vrai qu'il y a une dimension, je veux dire, positive de la question de la santé, quoi. Et le travail est un constructeur de santé aussi. Je veux dire, au travail, donc on développe des ressources psychosociales et pas simplement des RPS. Je crois que c'est Yves Clos qui parlait de ça, il transformait le mot RPS en ressources psychosociales. Mais au travail, on construit la confiance en soi, on construit l'estime de soi, on construit du sens qui participe aussi de la question de la santé. Et donc voilà, il y a une sorte de transformation un peu voilà, dans ce registre-là. Et je pense qu'il y a une autre transformation aussi sur la notion de santé, c'est la question des facteurs, c'est-à-dire que je reprends, là je crois que c'est le Conseil, la haute autorité de santé, et qui disait à un moment, ok, il faut sortir du modèle biomédical à un modèle biopsychosocial, où tous ces facteurs sont là, ils sont toujours là, ils s'entremêlent les uns et les autres, donc d'avoir une sorte de vision beaucoup plus globale aussi de l'analyse des facteurs et beaucoup plus systémique d'une certaine façon. Donc, voilà quoi. Donc, il y a comme ça, repenser la notion de santé. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, mais c'est nécessaire pour plusieurs raisons. Un, il y a une transformation du travail continue. Cette transformation du travail continue, c'est quoi? C'est une intensification, en fait, une intensification objective. On fait plus de choses, les effectifs sont plus réduits, on optimise, on rationalise, etc. Ça va plus vite, il y a plus d'urgence. Donc voilà, intensification très forte, plus accélération des changements. On transforme comme ça en permanence aussi les pratiques métiers, les organisations. Tout ça, ça puise énormément sur les ressources des gens. Voilà, et donc ça s'épuise. Enfin voilà, je la fais très courte, mais c'est un peu ça la mécanique, quoi. Et pour faire face à tout ça. Et donc, comment dire, et deuxièmement, une nouvelle nécessité, c'est que les gens sont de plus en plus sensibles à tout ça, parce qu'en plus de ça, le rapport au travail s'est transformé. On n'est plus dans devoir, etc. On est plutôt dans la valeur travail, elle est plutôt orientée à la question de l'épanouissement. Je la fais très courte, il y a plein de nuances à amener là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a un changement de boussole sur la valeur qu'on accorde au travail. Quand on est dans le sacrifice, les gens ne veulent plus du tout se sacrifier. Okay. Et ça n'empêche pas qu'ils aient des devoirs et qu'ils respectent des devoirs. Mais pas à se sacrifier, mais au contraire, plutôt pouvoir s'épanouir, se réaliser. Ce qui les rend très sensibles à tout ça, et ce qui porte des attentes aussi à l'égard du travail très nouvelles. Et enfin, troisièmement, pourquoi il faut que la santé elle irrigue comme ça le management des organisations. Alors là, c'est spécifique collectivité territoriale. C'est que, excusez-moi, mais entre le vieillissement, l'accélération de l'usure, la faible attractivité, le recul de l'âge à la retraite, l'IA qui va grignoter les postes administratifs sur lesquels on trouvait des reclassements aussi, c'est le pouvoir d'agir des collectivités territoriales qui est en jeu, à l'heure où on n'arrête pas de dire qu'ils ont une liste de défis entre écologiques, etc., et attentes sociales. Donc là, je sens qu'il y a un enjeu très fort de rendre le travail soutenable, en fait, dans la durée. Alors, peut-être une dernière question. Oui. Je déteste couper la parole, parce que je voudrais que tout le monde l'ait et qu'on puisse répondre aux questions qui commencent à arriver. Juste une dernière question, peut-être avec une réponse brève, même si le sujet est important. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre globalement des centres de gestion, puisque c'est quand même... Alors, les centres de gestion, enfin, il faut parler, les centres de gestion, donc je laisse. Mais moi, ce que je pense, enfin, en tout cas, il y a une place à prendre de leader culturel un peu. Moi, ça me fait penser à... Je suis un peu vieux, donc la FNAC, à une époque, c'était quoi? Agitateur culturel, leur slogan. Et il y a quelque chose de ce... Voilà. Moi aussi, j'agite. On m'a dit que vous pouviez le laisser. D'accord, ok. D'agitateur culturel, leader culturel, il y a tout un travail comme ça sur les schémas d'interprétation, sur les modalités d'action, donc voilà, de transformation comme ça. Et ils ont des atouts pour ça, enfin le CDG, quoi. Il y a énormément d'expertise. Vous avez des données quanti, avec des données quanti, on fait des outils de pilotage pour suivre un peu un certain nombre de choses. Vous avez tout un savoir qualitatif sur les cas.
et en plus qui est lié à la transdisciplinarité, parce qu'il y a le médecin, il y a les psys, il y a l'assistance sociale, il y a des juristes aussi qui rentrent en ligne de compte. Enfin, bref, voilà. Donc il y a une masse d'expertise très forte. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une position un peu d'écart par rapport aux collectivités. Qui permet, des fois, de rappeler quand même plus facilement aux élus, excusez-nous, mais ça fait partie de votre boulot, maintenir, c'est une obligation, maintenir la santé, préserver la santé, etc. C'est de votre responsabilité, ce qu'ils ont un peu parfois tendance à oublier. Et puis, cette position d'écart, ça permet de faire, de créer une dynamique collective, d'une certaine façon, d'échange, d'accompagnement, etc., à l'échelle d'un territoire, quoi. Bon, voilà, c'est un peu comme ça que j'imagine, en tout cas, cette place. Merci beaucoup, Jérôme. Il y a déjà quelques questions, mais pour l'instant, je vais les garder. Je vais les garder, mais pour vous les poser, parce qu'il y a peut-être des réponses qui vont venir justement dans les propos. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'importance du travail pour la santé, hein, parce qu'il y a aussi... Et donc ça me permet habilement de faire le lien avec vous, Christine Pierret, parce que il y avait une question qui m'intéressait, et je pense qu'il intéresse pas mal de personnes qui nous regardent, c'est vous avez fait le choix de la médecine du travail, Oui. pour différentes raisons, j'imagine, mais vous m'aviez expliqué que dans ces raisons, il y en avait une qui était le constat justement de la place du travail dans la santé. Donc moi, avant d'être médecin du travail, j'ai commencé là il y a 4 ans, donc là je suis en fait encore collaborateur en santé au travail et donc j'ai fait une formation pour pouvoir être médecin du travail. J'ai été pendant 15 ans médecin généraliste. Donc j'étais vraiment auprès des patients et on voit que le secteur travail, c'est une partie très importante de la vie des patients et que ça influe positivement ou négativement sur leur état de santé. Et parfois, on est en tant que généraliste, un petit peu à l'extérieur, avec un cadre légal qu'on ne comprend pas très bien, des moyens d'action qu'on ne comprend pas très bien, et puis parfois même finalement l'action du médecin du travail qui reste un petit peu obscure. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu santé très fort autour du travail et que c'est intéressant finalement d'explorer cet aspect-là parce que eh bien, on va pouvoir être efficace et se mobiliser sur la santé des agents. Donc pour moi, c'était important. Alors j'ai fait aussi ce choix pour avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle plus équilibré. D'une certaine manière, ça fait partie du sujet. Hein. Oui, et puis finalement, du coup, moi j'ai fait aussi une reconversion professionnelle, alors pas dans le cadre d'un reclassement, mais bon, du coup j'ai refait de la formation pour pouvoir changer de vie effectivement. Et donc c'est intéressant aussi, ça s'inscrit aussi dans le parcours des agents reclassés que je suis. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi, parce qu'un reclassement, effectivement, on a évoqué tous les problèmes et tous les freins et toutes les complications et toutes les angoisses que ça peut générer. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des reclassements réussis. Et là, du coup, des agents qui sont sécurisés pour la fin de leur parcours professionnel et qui retrouvent le sourire, qui retrouvent un équilibre de vie, qui retrouvent de la solidité, de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est très satisfaisant quand les reclassements fonctionnent. Donc, je pense que ça peut être satisfaisant, et même des exemples pour d'autres agents aussi. Enfin, on en reparlera un peu tout à l'heure. Jérôme disait tout à l'heure, on va parler malheureusement de ceux pour qui c'est plus difficile, que le reclassement, c'est un moment qui est éprouvant parce que c'est un moment où on doit se remobiliser, à un moment où on a plutôt moins d'énergie pour le faire, hein, avec en plus éventuellement une pression, un délai. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Vous, à la place où vous êtes comme médecin, quel est l'accompagnement que vous apportez dans ces... Alors Jérôme Grelot l'expliquait très bien tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour compléter avec une question dans la subtilité totale, qu'on peut peut-être, vous pouvez répondre tous les deux, savoir si en quelques mots dire comment se passe en général la déstructuration d'une personne de par son travail. Est-ce qu'il faut, là où il faut l'aider éventuellement à se reconstruire? Alors, c'était l'image qu'avait utilisée Jérôme Grelot de la pente était assez intéressante, de la même façon que parfois les dispositifs d'aide au reclassement ou à la reconversion professionnelle s'appellent tremplin. Donc l'image est jolie en tout cas, mais c'est vrai que voilà, l'agent qui a des problèmes de santé, qui ont un impact sur son poste de travail, qui ont un impact sur sa famille, sur ses activités de loisirs, sur toute sa vie,
qui a eu des arrêts de travail avec parfois un impact financier important, qui cumule des difficultés éventuellement sociales liées à ces difficultés financières. Ça fait beaucoup de choses pour un même agent et effectivement, à un moment donné, on va leur demander de se remobiliser sur une formation, sur des nouveaux apprentissages, sur une intégration sociale dans une équipe. Et c'est parfois compliqué parce que ce reclassement qui est parfois subi et vécu comme imposé n'arrive pas forcément au meilleur moment dans leur carrière. Où, voilà, il arrive à un moment où on ne peut plus et où on est obligé de faire autrement. Donc c'est vrai que ça s'anticipe. Donc nous, dans les visites médicales, c'est vrai qu'on parle toujours des risques, on parle toujours de la formation, des compétences, de l'évolution dans la carrière, parce que c'est vrai que notamment sur les métiers techniques où on a beaucoup de TMS, avec beaucoup de blessures qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ont du mal à guérir ou en tout cas rechutent, voilà, qui parfois amènent à de la chirurgie avec des séquelles. Donc là, à un moment donné, on ne peut plus. Et donc il y a un vrai accompagnement RH, je pense, à faire que ces gens puissent gagner en compétences, puissent accompagner, puissent former les plus jeunes, puissent passer chef, voilà, qui puissent coordonner l'organisation. Il y a vraiment des enjeux d'accompagnement au niveau de la carrière, au niveau de l'information des agents pour leur dire attention, là vous êtes exposé à ce risque-là, sachant que ça reste des statistiques et qu'il n'y a aucune certitude. Il y a des agents qui sont en très bonne santé après toute une carrière de 30 ans et il y a des agents au bout de 8 ans, 5-8 ans qui ont une blessure et qui ne peuvent plus faire ce métier. Donc on n'a aucune certitude sur ce qui peut arriver. On est juste vigilant et on peut les accompagner au mieux. Alors, il y a un angle qu'on n'a pas encore abordé, je ne sais pas si c'est avec vous, peut-être que Camille pourra en parler également. Il y a un moment où l'agent est en souffrance, et sa souffrance, elle a aussi un impact sur les autres, quoi. Et comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ce qui est soutenable à la fois par l'agent, si je puis dire, et puis soutenable par le collectif dans lequel il travaille? Est-ce qu'il y a un moment d'intervention de votre part? En fait, c'est là que c'est intéressant d'avoir un regard pluridisciplinaire sur ce qui se passe, parce qu'en fait, à un moment donné, l'immobilisme et donc le fait de ne pas faire ou de ne pas prévoir ou de ne pas anticiper ou de ne pas avoir d'action pour enrayer l'usure prématurée des agents, ça fait qu'on a des agents qui vont se retrouver avec des restrictions médicales qui sont parfois très limitantes. Dans les collectifs de travail où finalement le report de charges physiques, d'astreinte physique se refait sur le reste de l'équipe. Et donc on va avoir une usure prématurée de l'équipe en question, donc du collectif de travail, et on va aussi avoir souvent des tensions, des risques psychosociaux qui vont se cristalliser dans l'équipe. Et donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir en amont de cette situation, là où on n'a plus le choix et on est obligé de faire un reclassement qui parfois peut être assez brutal parce qu'effectivement, on a évoqué ce problème de deuil, c'est-à-dire qu'un reclassement comme ça subi d'un coup, c'est très violent. Alors que si on prépare ça, que si on anticipe ça, que si on déploie tous les dispositifs qu'on a à notre disposition pour aménager les postes et pour dire là, vous voyez, là, on arrive aussi, parce que aussi l'agent se rend compte qu'on a mis plein de choses en place et que là, effectivement, on arrive aux limites de ce qui est possible en termes d'aménagement et en termes de soutenabilité par l'équipe, eh bien, c'est plus facile d'avoir cette temporalité de deuil en se disant oui, là, il va falloir effectivement que je change de métier. Sachant que le métier, comme vous le disiez, Monsieur Grelot, c'est important, c'est l'identité, c'est la fierté, c'est la compétence, c'est la reconnaissance sociale. Enfin, ça a une fonction dans l'identité de l'agent qui est vraiment très importante. Donc on touche à quelque chose d'important, on touche aussi à éventuellement ses revenus financiers, donc ça a un impact majeur sur le psychisme. Et c'est vrai que cumuler des problèmes de santé, enfin éventuellement physiques, plus arriver à un point où on cumule après avec un impact très important sur la santé psychique, ce n'est pas aidant pour faire un reclassement, puisque l'agent a besoin à ce moment-là d'être en forme, de se mobiliser sur des nouveaux apprentissages. On sait que la dépression, ça provoque des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémorisation. Et donc,
donc, pour pouvoir que les agents soient dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment se reclasser, que ce reclassement soit effectif, il faut pouvoir essayer d'anticiper ces situations. Alors j'avais une autre question, mais je la poserai plus tard. On va regrouper avec des questions qui viennent, et puis parce que je pense qu'elles vous concernent toutes les deux, qui étaient sur l'impact du management sur la santé des agents et l'usure professionnelle, à la fois dans ce que ça peut provoquer, et puis le fait d'avoir des managers qui acceptent aussi des agents en reclassement. Donc on l'évoquera tout à l'heure. Est-ce que vous avez le ressenti, alors je sais que ça fait moins d'années peut-être que d'autres en termes de pratique, qu'il y a une évolution des pathologies à la fois physiques et mentales aujourd'hui dans les collectivités? Est-ce qu'il y a un impact de la réalité sociale plus fort? Alors, ce qui est sûr, c'est, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est Je vais que... dire un mot en régie, c'est qu'on a un bruit... on a un bruit permanent. Peut-être que c'est, excusez-moi, hein, Non, il n'y a pas de souci. c'est les joies du direct, comme vous dites, dans les meilleures émissions. Voilà. Bon. Donc, on sait que socialement, il y a une réalité, c'est-à-dire on a une population vieillissante, on a une fonction publique territoriale avec des agents qui vieillissent et qui sont plutôt dans les tranches au-delà de 45 ans, avec des états de santé forcément qui se dégradent, puisqu'on sait qu'au-delà de 50 ans, on a plus de risques de développer un état de santé pathologique. Donc, on a de façon logique, avec aussi l'allongement de l'âge légal de la retraite, on a plus de problématiques de cet ordre-là. Et on en aura de plus en plus, parce qu'on sait que dans les 10 ans qui viennent, cette situation va s'aggraver. On est dans la fonction publique territoriale sur des emplois qui ont des contraintes physiques importantes. On sait que les jardiniers, les agents des espaces verts, les agents de maintenance de la voirie publique, on sait que les agents de crèche, les ATSEM, les agents polyvalents de restauration, de restauration et d'entretien, on sait que ces agents-là sont susceptibles de développer plus d'inaptitude, ils sont plus admis à la retraite pour invalidité, on a plus de sinistralité sur ces agents-là. Donc c'est effectivement, on peut le dire en termes de priorité sur ces agents-là qu'il faut surtout axer la prévention, mais la prévention, elle est retardée parce que la prévention qu'on met en place aujourd'hui, elle sera efficace dans 10 ou 20 ans, on ne verra les effets. Donc en fait, il faut bien sûr faire cette prévention, mais ça n'est pas avec cette prévention qu'on va régler les problématiques qu'on va avoir dans les 10 ans, enfin qu'on a actuellement et qu'on va avoir dans les 10 ans qui viennent. D'accord. Je regardais notre sociologue Jérôme pour eux. Mais bon, vous avez visiblement... Donc, naturellement, forcément, cette situation s'aggrave. Après, on le constate et on l'entend partout dans les médias. Moi, je fais ce métier que depuis 4 ans, mais on sait de toute façon, puisqu'il y a des chiffres qui le montrent, que depuis le Covid, on a une explosion des pathologies psychiatriques. Donc ça, et aussi parce qu'on est plus attentif aussi à ça. Donc, elles sont plus mises en valeur et peut-être plus prises en charge et prises en compte. Donc ça, c'est une évidence. On sait qu'il y a un problème d'accès aux soins aussi pour les médecins, pour les psychiatres, pour les psychologues. Et vous parliez du management. Donc le management, on sait, enfin en tout cas vous pourriez l'expliquer mieux que moi sans doute, les effets que ça peut avoir sur les agents et sur les collectifs de travail. Je pense que, comme vous le disiez, les managers, il faut vraiment les sensibiliser au côté santé et bien, à l'avantage que ça va avoir de prendre la santé en considération et de pouvoir accompagner les agents avec bienveillance et leur proposer des dispositifs qui soient vraiment adaptés à leur état de santé et à leurs problématiques globales, parce que je pense aussi aux situations d'aidance. Il y a quand même aussi, avec le vieillissement de la population, beaucoup de gens qui sont en charge de leurs parents, en charge d'un mari malade, en charge d'enfants en situation de handicap. Oui, ces femmes qui ont des carrières parfois hachées, où il manque des trimestres, où du coup l'âge légal de la retraite l'âge de la retraite possible est décalé parce qu'elles n'ont pas assez de trimestres de retraite. Donc, parce qu'elles sont le plus souvent aidantes aussi. C'est vrai que sensibiliser les managers, c'est important.
pour l'accompagnement et aussi pour accueillir ces agents en reclassement. Parce que parfois, on a des freins pour que les managers puissent accueillir des agents en reclassement. Parce qu'ils se disent, ah, bah, ils sont malades, ils vont être en arrêt de travail. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent en reclassement, souvent, il est très, très motivé en fait, pour faire ce reclassement. Donc, c'est des agents qui ont plein de ressources. Donc ça vaut le coup de pouvoir les accueillir, ça vaut le coup de pouvoir les accompagner, les former. Je sais que c'est difficile parfois par manque de temps et par... On viendra d'ailleurs sur on- ce sujet-là, notamment avec avec ce qui a été mis en place par Camille et ses équipes au Mans. Peut-être une dernière question plus directement sur votre métier, si je puis dire. Dans votre métier, vous recueillez beaucoup d'informations, évidemment, mais j'ai l'impression que par rapport au nombre d'informations que vous recevez, le nombre de leviers dont vous disposez, il y a peut-être une différence, quoi. Alors je sais que c'est une question qui n'a peut-être pas de réponse, parce que c'est comme ça, mais comment est-ce que vous concevez ce rôle qui est à la fois conseiller, médecin, avec évidemment une question de secret médical, de déontologie, face à une loyauté, enfin on ne va pas rentrer dans un sujet philosophique, mais voilà. Est-ce que pour vous c'est un problème ou pas? D'ailleurs, ça doit peut-être Alors, pas. c'est pas forcément un Le mot problème, mais problème est peut-être c'est une, exagéré. Oui, c'est une spécificité plutôt voilà, très de bien. mon métier. Mais c'est vrai que du coup, le problème du secret médical est un problème central, hein, et il faut absolument le conserver, il faut absolument le respecter. Et en même temps, effectivement, on doit accompagner des équipes, des agents pour mettre des choses. En fait, vous parlez de levier et vous vous dites, ah, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup, mais en fait, on en a plein et on en a de plus en plus parce qu'effectivement, la société se transforme et on met des choses en place. Après, ces leviers, il faut pouvoir les activer, il faut pouvoir les déployer au bon moment et dans les bonnes circonstances. Et en fait, c'est difficile. C'est-à-dire que pour faire un reclassement, il faut avoir aussi l'habitude d'en faire. C'est vrai que dans les petites collectivités où des fois on a très peu de reclassement, ben, c'est difficile d'accompagner les agents par manque aussi d'expérience. Mais c'est vrai que d'avoir un référent reclassement, d'avoir des gens qui ont l'habitude, d'avoir un référent handicap avec des gens qui savent mobiliser les aides pour obtenir les aménagements de poste, pour pouvoir faire des études ergonomiques, faire des études de capacité résiduelle de travail, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à l'agent comme métier derrière, pour pouvoir faire des bilans de compétences. En fait, des leviers, il y en a plein. Il faut juste pouvoir les mobiliser et pouvoir sensibiliser les différents acteurs. Voilà, quelqu'un qui a une problématique sociale au premier plan, vous n'allez pas pouvoir le mobiliser sur un reclassement. Donc, il faut d'abord régler sa problématique sociale. En fait, on a plein d'acteurs, que ce soit l'assistante sociale, le psychologue, le conseiller de prévention, le référent handicap, le référent reclassement. C'est tous ensemble, en fait, qu'on arrive à quelque chose de positif pour l'agent et qu'on arrive à faire des reclassements qui fonctionnent. Alors, Camille Taché, on va parler évidemment des mêmes sujets, mais avec ce que vous avez mis en place au Mans, à la ville, à la métropole et au CCAS. Peut-être quelques mots au début qui sont pour nous dire dans quel contexte vous êtes arrivé et les choix que vous avez faits ou que vous avez dû faire pour certains, notamment en termes de privilégier certaines mobilités à d'autres, quoi. Alors effectivement, je pense qu'il est important en premier lieu de préciser que la collectivité, quand je rejoins l'équipe de la DRH et la collectivité font un vrai choix. C'est celui de me recruter alors que j'ai une formation de travailleur social, d'éducateur spécialisé plus particulièrement. Donc je crois que ça vient dire le choix de l'humain, le choix de l'humain à problématiques multiples, hein, comme le signalent mes collègues intervenants. Et puis une arrivée où on me dit, voilà, il y a un challenge. Comme beaucoup de collectivités, on n'a pas formalisé les choses. Je rejoins, on travaille l'individu au cas par cas dans le cadre de l'inaptitude, mais on n'a pas de structure. Donc il y a un engorgement des situations depuis le Covid, depuis 2020. Donc on arrive à un nombre d'agents en attente assez extravagant. On a un besoin de tout remettre à plat, de tout formaliser, de tout créer. Donc, on a un cadre légal qui a évolué quand même finalement plus vite que les collectivités ont pu suivre. Et puis, il y a tout ce contexte de recul de l'âge de la retraite et des problématiques de santé qui augmentent. Et je dirais aussi, comme on l'a souligné, ces problématiques de santé psychique aussi, qui viennent concurrencer... On a beaucoup de questions à ce sujet-là, voilà. sur la différence d'accompagnement des personnes qui ont effectivement des
des souffrances psychiques et non physiques. Ouais. Alors, effectivement, on ne va pas les accompagner pareil et la temporalité, etc., vont être des choses intéressantes à travailler. Alors, déjà, c'est ce contexte-là. Ensuite, il y a un vrai choix dans la collectivité à laquelle j'appartiens qui est de dire on stoppe la mobilité choisie. L'accompagnement des agents qui veulent se reconvertir ou évoluer professionnellement, c'est un vrai choix, on l'assume et on dit on se ressent sur l'inaptitude, sur les gens qui sont déjà en attente. Donc ça, c'est un choix provisoire, mais qui... C'est pas la moitié d'un choix. Voilà, et hein. c'est porté, et ça c'est important, par tout le monde. C'est-à-dire que c'est porté par la DRH, mais c'est porté par la directrice générale ressources. Enfin voilà, il y a vraiment un effet un peu pyramidal qui est important. Parce que ce choix, il implique qu'on change tout, qu'on crée tout, et c'est un engagement de tous. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'équipe à laquelle j'appartiens, mon secteur, qui va être dépositaire de tout ça. Ça va être désormais le secteur recrutement. Ça va être aussi le secteur formation, développement des compétences. Ça va être la médecine qui le porte déjà, mais qui va intervenir autrement, etc. Donc, il y a tout ce choix qui est fait. Il y a un autre choix qui est fait, qui est important, c'est d'augmenter l'équipe. Parce qu'effectivement, on se dit aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de santé, on en parle depuis tout à l'heure, donc il faut des personnes, il faut des moyens humains pour accompagner ça. Donc moi, j'ai pu créer une équipe un peu plus conséquente déjà. Et puis, il y a un autre choix assez fort qui est pris dès le départ, c'est de dire, pour accompagner tous ces agents, vers un vrai projet, un projet stable et durable, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est pas juste repositionner des gens, c'est de faire des préemptions de postes systématiques, c'est-à-dire que concrètement, tous les postes qui arrivent en recrutement chez nous, je les étudie avec ma collègue du recrutement et je préempte des postes que je vais réserver en priorité à des agents en inaptitude, qui eux-mêmes seront en concurrence entre eux parce qu'ils sont nombreux potentiellement. Mais ce choix, il n'est pas anodin parce que ça vient dire, on envoie un message qui est « vous ne recruterez pas service de la même manière que d'habitude ». Donc il y a déjà ce gros bloc-là qui est fait et puis l'objectif premier, c'est de créer un process de travail qui est transversal, collectif et qui prend en compte les enjeux de chacun. C'est-à-dire que d'un côté, on a une médecine du travail avec des enjeux, un cadre réglementaire, on a en face un conseil médical, des instances médicales, et puis on a, nous, notre cadre de la mobilité. Donc, effectivement, on remet à plat et on travaille tous ensemble, donc assistante sociale, collègues des instances médicales, collègues infirmiers, infirmières, médecins, etc. Et on crée un process clair. Qu'est-ce qui se passe, à quel moment, qui intervient et comment on arrive à créer quelque chose qui s'imbrique intelligemment parce qu'il y a déjà beaucoup d'allers-retours dans la santé. Voilà, donc ce travail, on le fait en lien donc, principalement avec notre pôle accompagnement social et médical, le pôle médecine du travail. Et on crée des instances de travail collectives où on peut revenir se pencher, par exemple, tous les mois sur des situations individuelles qui bloquent pour plein de raisons, administratives, médicales, etc. Et puis, c'est aussi, et ça c'est important, c'est des échanges au quotidien. C'est-à-dire quotidiennement, on s'appelle et on essaye aussi d'avoir un discours qui est cohérent pour l'agent. Parce que l'agent, il est morcelé entre tout ça, il ne faut pas l'oublier, depuis pas mal d'années. Hein, on le dit, c'est un parcours qui est très long. Donc, une cohérence pour l'agent. Et c'était aussi d'adopter un discours et une sémantique qui étaient communes tous ensemble pour que le médecin puisse expliquer, bah oui, ça va être quoi la PPR, que moi je puisse expliquer, c'est normal que le médecin vous ait reçu et vous ait dit ça parce que ça vient dire ça. Voilà, il fallait créer un langage et des passerelles communes. Et ça, je pense que c'est... Et je salue mes collègues de la collectivité pour ça. Tout le monde s'y est engagé. Et ça, c'était important. Et le langage, cette notion de langage, ça me fait venir à une autre question, c'est que derrière tout ça, il y a quand même dû y avoir à l'intérieur de la collectivité, auprès des responsables de services, des autres directions générales, un gros travail de communication et de pédagogie, enfin, j'imagine, parce que vous m'aviez dit, s'il y a un domaine où on ne peut pas passer en force, c'est bien celui-là, quoi. Donc, et qu'est-ce que vous avez fait comme choix, si choix vous avez fait, ou si alors c'était des urgences? Et est-ce qu'il y a des freins particuliers que vous avez rencontrés que vous pourrez partager avec les gens qui nous écoutent? Parce que les freins, malheureusement, c'est toujours utile de les connaître. Alors effectivement, c'est bien de dire, on va préempter des postes, on va jouer le devoir employeur, mais le devoir employeur, il faut qu'il s'incarne, pas qu'à la DRH, mais avec toutes les directions, avec tous les services et tous les corps de métier. Donc forcément, on communique. Alors on communique dans des instances, dans des grandes réunions, où on informe chef de service, direction, de tout ce qu'on va faire, de ce que c'est que cette gestion de l'inaptitude, parce que c'est important de la mettre en sens. Parce qu'un directeur de service, ce qu'il voit, c'est que ça fait 4-5 ans qu'il n'a pas vu un agent, et il ne sait pas ce qu'il en est médicalement, pourquoi c'est aussi long. Donc il faut remettre de la compréhension, du sens, et puis communiquer sur ce choix qu'on fait, qui est important,
mais communiquer en leur expliquant qu'on va prendre aussi en compte leur réalité, parce que ça va être ça, hein, les enjeux. Donc nous, on se sert des instances, moi j'interviens dans des instances où on communique auprès des directions qui eux-mêmes vont ruisseler après vers leurs équipes. On communique auprès de nos correspondants RH parce qu'on a des instances tous les 2 mois où je viens aussi faire des piqûres de rappel, répondre aux questions des services parce qu'il faut être aussi à l'écoute dans l'autre sens. Donc c'est un petit peu ça, cette pédagogie. Et je dirais que la pédagogie, elle va plus loin. Il faut que ça ruisselle jusqu'aux équipes, jusqu'à l'ensemble des agents. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, pour une équipe, accueillir, ça va être de l'énergie. Accueillir quelqu'un en reconversion, ça peut faire peur, il y a tout un tas de choses. Donc il faut vraiment communiquer à tous les niveaux. Et puis, communiquer, ça permet aussi d'avoir, comment dire, je dirais une stratégie. C'est-à-dire que régulièrement, nous rencontrons avec mes responsables et mes collègues du recrutement des services et on anticipe leur stratégie. Vous avez des départs en retraite, tiens, comment on va pouvoir travailler avec vous sur du tuilage pendant 6 mois? Parce que c'est ça la possibilité qu'offre un reclassement et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez merveilleux. Donc, la perte des compétences avec les départs en retraite, tout ça, on vient répondre un peu à ces stratégies-là aussi, à ces enjeux un peu RH de demain. Donc, c'est vraiment un peu tout ça au niveau des freins. Alors, concrètement, on va entendre, et je pense qu'on sera tous un peu d'accord, la première crainte, c'est cette notion de personne fragile. On va me dire, mais il est fragile, il est souvent en arrêt. Moi, je ne peux pas compter sur un agent s'il est en arrêt. Alors, on a beau dire, mais le problème de santé ne sera plus présent dans ce nouveau poste de travail. Donc, il n'y aura plus arrêt maladie, absentéisme, etc. Même si, voilà, l'ensemble des directions disent, on comprend la santé, il n'y a pas de sujet, mais nous, on a un service avec des obligations. Il y a aussi le fait qu'une direction va se sentir un peu dépossédée potentiellement de son process de recrutement. On va lui dire, on préempte. Donc, on oublie le jury, on oublie un petit peu nos classiques de la territoriale. Et nous, ce qu'on travaille, donc dès qu'il y a préemption de poste, moi, je pense, et c'est là où il faut être pédagogue et stratégique, c'est que je vais contacter les directions. Et là, je ne vais pas arriver en disant, voilà, moi, j'ai ça. Je veux aussi dire, quelle est votre réalité? Qu'est-ce qui se joue dans vos équipes en ce moment, dans le renouvellement peut-être de votre service, etc. Donc, il faut déjà être à l'écoute de leurs besoins, de leurs craintes. Alors, casser les clichés, ça, on le fait au quotidien. Hein. Moi, je dis souvent, demain, je peux être à la place de cet agent. Ça peut tous nous arriver. La santé est par nécessité injuste et arbitraire. Voilà. Enfin, parmi les clichés, enfin, je vous coupe dans votre élan, si je puis dire, il y en a un qu'on avait évoqué, que c'est un mot qui est assez choquant à chaque fois, c'est le mot inapte, qui est quand même porteur de beaucoup de clichés dans les, c'est un inapte. Dans les échanges. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un d'inapte. C'est pas la moitié d'un mot. Quoi. Alors moi, je précise aux gens, il est inapte à des fonctions, à des missions, mais ce n'est pas un être humain inapte, puisque c'est un être humain dont le médecin dit il peut continuer une carrière. En fait, et c'est ça qui... Voilà, il faut revenir là-dessus. Et c'est un petit peu, moi, ce que j'amène quand je parle préemption et candidature possible avec un service. Et donc, nous, aujourd'hui, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que je vais appeler une direction, je vais leur dire, voilà, moi, j'ai peut-être un candidat qui semble être adapté, ou j'en ai 4-5. Je vais envoyer des candidatures. Donc, on a retravaillé les CV, on a accompagné les agents là-dedans, bien évidemment. Donc là, les équipes en face peuvent un petit peu investir aussi ce côté recruteur habituel. Ensuite, on va faire des entretiens avec une conseillère en évolution pro, l'agent, l'encadrant de proximité, le chef de service, pour un petit peu déjà se rencontrer, faire connaissance et voir que il y a des compétences justement, ce n'est pas juste un inapte. Ensuite, on va travailler beaucoup avec ce qu'on pourrait qualifier comme l'immersion. Voilà. Et il va venir l'agent et on va prendre la température avec vos collègues, avec votre fonctionnement, etc. Donc ça, je pense que tous ces échanges, ils vont rassurer, permettre de nommer les clichés parce que je crois qu'il faut pouvoir avoir cette franchise dans ces échanges-là où les directions vont me dire très frontalement leurs craintes et où moi, je vais pouvoir aussi répondre et dire je les entends aussi. Parce qu'il ne faut pas dire non, ça va aller, c'est merveilleux. Enfin, il faut être d'accord avec une réalité. Oui, ça ne va pas être simple, mais on a des outils et on va vous accompagner. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre fonctionnement aujourd'hui. Vous me disiez que vous avez beaucoup travaillé sur la PPR, effectivement, sur son cadre, sur son accompagnement et particulièrement sur la formation. Alors, effectivement, on sait qu'il y a des clichés des deux côtés. On a des directions, des recruteurs qui vont dire « mais moi, ils ne vont pas être formés ». Effectivement, on a un adjoint technique bitumier depuis 20 ans qui doit devenir adjoint administratif. À 55 ans, on part de quelque chose qui peut faire peur. Et puis en face, on a aussi des agents qui vont dire, parce que le cliché, il est aussi des deux côtés, vous me devez un reclassement. C'est quelque chose de très passif. Et je crois qu'en fait, on en parlait de part et d'autre. Là, vous devez un reclassement. Voilà,
j'attends, on va me repositionner, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, nous, on est dans un discours qui est, vous allez être acteur de ça et vous allez reprendre prise. Alors d'un côté, c'est fabuleux de reprendre prise quand on a subi tout, mais ça fait peur. Donc, il a fallu mettre un accent énorme sur la formation. C'est-à-dire que nous, on fait un choix qui est important. Toute l'offre qui est créée par nos collègues du secteur développement des compétences prend en compte les besoins des agents en reconversion subie, parce que c'est encore pas la même chose qu'une reconversion choisie. Donc, sur le plan de formation, ce qu'on a créé déjà, et ça, pour moi, c'est un précurseur indéniable, c'est que quand ils arrivent la première fois, j'irai dans mon bureau, les agents, moi, j'ai conscience que c'est 4-5 ans de parcours. Eux s'imaginent que ça va être le rendez-vous un petit peu magique, où on va leur dire, voilà, vous avez un poste, tout va aller mieux. Sauf qu'en fait, là, c'est la douche froide, ce premier rendez-vous. Parce qu'on vient leur dire que, en fait, il va falloir développer des compétences, qu'aujourd'hui, les attendus de poste, ils sont énormes sur le numérique, sur la dématérialisation, sur tout un tas d'enjeux. On leur dit qu'il n'y a pas des postes comme ça, qu'on ne va pas choisir comme ça un poste. Alors, et puis, eux, ils viennent déposer un parcours qui, psychiquement, les a énormément abîmés, pour pas dire, je rejoins tout à l'heure l'idée de casser. Il y a des gens qui vraiment ont été brisés par ça, leur famille potentiellement l'a été. Donc, la première nécessité pour moi aujourd'hui, c'est cette formation, alors qu'on utilise beaucoup via le CNFPT, mais qu'on a tellement des besoins importants qu'aujourd'hui, nous, on la crée aussi en intra, c'est-à-dire le deuil métier, le deuil d'une santé qui allait bien, la capacité de se projeter dans un changement, parce que le changement, enfin voilà, ça fait peur à l'humain, par nécessité. Ça peut être galvanisant, mais en même temps, ça fait peur. Je vais changer mon mode de transport, je vais changer où je déjeune, je vais changer de collègue. On repart sur des choses très basiques avec les agents parce qu'il faut pouvoir déposer tout ça. Donc cette formation, nous, c'est vraiment le prérequis en PPR, c'est de démarrer cet atelier qu'on appelle atelier reconversion pour raison de santé, où en fait, collectivement, ils vont se rendre compte déjà qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Donc ça, c'est plutôt le prérequis, je dirais, qui est important. L'autre grand cheval de bataille qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, à 90%, on passe de gens d'une filière technique ou sociale vers une filière administrative. Et aujourd'hui, c'est quoi l'administrative? Au-delà d'une culture métier, de tout un tas de codes, de langage, de compréhension, c'est du numérique, de la bureautique et à haut niveau, parce que toutes les fiches de poste en catégorie C, aujourd'hui, on tire vers le haut. Les métiers ont évolué. Les métiers d'agent d'accueil qui font que de l'accueil, c'est fini. Et ça, ça fait très peur. Moi, les gens me disent, je ne veux pas toucher un ordinateur, j'en ai même pas chez moi. Je ne touche pas d'ordinateur. Donc, on a créé une offre bureautique qui est énorme, avec des groupes spécifiques. Parce que quand on les mettait même en groupe débutant avec d'autres agents qui, eux, ont déjà un poste et ont déjà de la pratique informatique au quotidien, on sentait qu'il y avait un décroché. Ouais, psychiquement, déjà, c'était pas forcément génial. Et en plus, ils osaient pas, ils disaient ça va trop vite. Donc, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir une formatrice en interne qui est entièrement dédiée à l'informatique et qui crée des groupes de travail sur mesure. Travailler le CV, ma collègue organise des ateliers ou des suivis individuels. Donc là, c'est aussi une prise en main de l'ordinateur, etc. Donc ça, c'est vraiment la bureautique. Et puis, la dernière étape, c'est qu'une fois qu'il y a un projet professionnel qui a émergé avec l'agent, on va aller vers quoi? On va aller vers des formations un peu plus qualifiantes. Vous voulez aller vers plutôt un poste d'archivage, classement, eh bien, on va aller chercher ces formations-là. Vous voulez plutôt aller vers de l'accueil de l'humain, mais en même temps, il y a une grosse partie dossier, gestion administrative, eh bien, on va aller vous former. Ou vous êtes plutôt sur un secrétariat de direction de service, eh bien, on va vous former à la lettre administrative, à la réponse courriel, etc. Donc, je pense que nous, on va jusqu'au qualifiant, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est un vrai parti pris, parce que c'est une nécessité. On ne peut pas demander une reconversion sans développer les compétences. En tout cas, bravo pour toujours tout ça. Et alors, on va en parler. D'abord, on va saluer Karine Icard. Je pense qu'elle nous entend. Oui. Oui, bonjour. Bon, bonjour Karine. Je te passe la parole dans quelques instants. Et c'était pour savoir si tu nous entendais bien. Ben, nous, on t'entend. En tout cas. Oui, j'avais mis comme ça une question, c'était pas une boutade, hein, et ensuite, et bientôt, et après, la prévention, point d'interrogation. Alors, je pense que la prévention, on en parle souvent sur l'aspect médical, et c'est important. Gestes et postures, exosquelette, il y a plein, je vais pas aller sur ce terrain-là, vous serez bien meilleur que moi. Mais il y a aussi une prévention, je pense, je l'appellerais une prévention mentale, c'est-à-dire que quand on recrute sur certains postes, agent de restauration scolaire, aide à domicile, nous c'est nos deux gros sujets dans l'inaptitude, c'est en tant qu'employeur, dès qu'on recrute ces gens-là, même à 20 ans, c'est de leur dire, ce métier, effectivement, on ne pourra peut-être pas l'exercer toute sa vie. Et dès le départ, la prévention, c'est aussi de doter nos agents de compétences.
avoir une boîte mail, l'habitude de faire du mailing au travail, même quand on est agent de restauration ou aide à domicile, c'est déjà mettre un petit jalon pour la suite. Et je pense que nous, c'est aujourd'hui là où on veut aller, c'est une meilleure prévention, de meilleurs aménagements de poste, ça c'est sûr, et mes collègues de la médecine sont mobilisés là-dessus, mais c'est pour nous aussi, en tant qu'RH, d'instituer cette vague auprès des directions. Et ça, c'est nouveau, de dire vos agents, effectivement, ils n'ont pas besoin de l'informatique dans leur quotidien professionnel, mais ils vont en avoir besoin pour la suite. Et il va falloir pouvoir leur donner du temps pour se former à ça, peut-être même développer les fiches de poste en lien avec des petites choses autour de ça. Et je dirais, pour conclure, que cette prévention, nous, aujourd'hui, on s'est doté d'un outil qui est très important. On s'est formé intégralement, donc mon secteur, l'accompagnement des parcours pro, et le secteur développement des compétences au bilan professionnel. Ce qui va nous permettre de mener des bilans professionnels en interne, ce qui est un vrai choix, et surtout de cibler des populations de manière préventive, en lien avec la médecine, les services. Je sens que ça peine, je sens que ça ne va pas tenir, psychiquement, physiquement, peu importe, et d'anticiper avec ces groupes bilan pro. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'échanger à distance avec Karine, j'aimerais bien qu'on puisse regarder un témoignage de jeudi, qui a participé à un dispositif qui s'appelle le dispositif STEP, voulant dire santé au travail et évolution professionnelle, qui a été mis en place par les centres de la coopération des centres de gestion des Pays de Loire et le CNFPT Pays de Loire. Voilà, est-ce qu'il est possible de lancer cette vidéo? Bonjour, moi c'est Jody, je suis actuellement en reconversion professionnelle. J'ai réalisé le stage STEP en décembre 2021 et je suis une ancienne aide-soignante. Alors j'ai participé au dispositif STEP, c'était pour lancer ma reconversion professionnelle. C'était au tout début, je me rendais compte que je n'allais plus pouvoir exercer mon métier d'aide-soignante. Donc il me fallait une première formation pour déclencher la mise en route. J'ai décidé de faire le dispositif STEP parce qu'avec tous les modules qu'il y avait dans la formation, cela allait vraiment pouvoir me lancer sur une réflexion professionnelle et de savoir ce que j'allais pouvoir faire ensuite. Les différents contenus étaient vraiment pertinents parce que ça nous permettait de vraiment faire le deuil de notre ancien métier, chose qui est essentielle pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Donc la formation était très complète, on a pu parler du avant mais aussi du après, ce qui allait se passer, et ça a pu permettre d'ouvrir certaines pistes professionnelles. Concrètement, ça m'a apporté le fait de faire le deuil de mon métier d'aide-soignante, mais aussi de reprendre confiance en soi, parce qu'on est avec beaucoup, on est dans un groupe, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, et c'est vrai que des longues périodes d'arrêt, ça fait perdre la confiance en soi. On a l'impression qu'on ne va jamais réussir à faire autre chose, donc ça a vraiment permis de gagner en confiance en moi pour pouvoir lancer ensuite les démarches nécessaires pour me réorienter. On a fait des tests qui nous permettaient de savoir au niveau de notre personnalité, mais aussi nos objectifs de vie, ce qu'on aimait. Donc ça permet de voir vers où on pourrait se réorienter. Donc moi, ce qui était ressorti, c'était l'administratif. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai effectué des stages dans différentes collectivités. Et j'ai pu aussi faire une formation d'adjoint administratif. Et je pense que si je n'aurais pas fait STEP, je ne serais pas forcément partie directement vers l'administratif. Et je pense aussi que de l'avoir fait, je suis vraiment partie dans l'autre formation confiante et sûre de moi. Et c'est ce qui était ressorti aussi pendant la formation d'adjoint administratif. Certaines personnes n'avaient pas réellement fait le deuil de leur métier, donc la formation leur a paru beaucoup plus compliquée. Je pense que la formation, ce dispositif est vraiment essentiel pour toute reconversion professionnelle. Il permet d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et nous donne aussi certaines clés pour se lancer dans notre réorientation. Bien, donc on voit qu'il y a des mots quand même qui résonnent, hein, que ce soit le mot immersion, deuil, formation, confiance, voilà.
qui reprennent une belle illustration des propos que vous avez pu tenir les unes et les autres. On reviendra peut-être sur ce témoignage et ce qu'il a pu évoquer chez vous avec notamment les questions qu'il y a à la fin. Mais là, maintenant, je voudrais me tourner vers vous, Karine. Vous nous entendez toujours? Oui. Voilà. Bon, alors, je vous rappelle que vous êtes DGS mutualisé du Berron de Vaucluse, agglomération et ville de Cavaillon. Ce qui a été mis en place dans vos collectivités, c'est un exemple, je dirais, concret de dispositif qui d'ailleurs a porté ses fruits, hein, avec l'idée de détecter la préusure, hein, pour éviter des cassures professionnelles, à la fois dans la ville-centre et dans le PCI, avec une coopération avec le CNFPT. Est-ce que vous pouvez me dire de quel constat est née la mise en place de ce dispositif et quel était le contexte et les enjeux auxquels vous deviez faire face? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, sur le territoire de l'agglomération et de la ville de Cavaillon, nous avons développé deux dispositifs en fait, hein, de seconde carrière, des dispositifs qui sont complémentaires et qui s'inscrivent dans le temps. Donc un premier dispositif seconde carrière en 2021, suivi en 2023 d'un second dispositif en partenariat avec le CNFPT dans une logique territoriale élargie au territoire. Donc, on est sorti de Luberon de Vaucluse et on a coopéré avec les EPCI voisins et villes-centres, donc sur un bassin d'emploi et de vie de 300 000 habitants et de 400 000 habitants, excusez-moi, et de près de 3 000 collaborateurs, donc ouvrant le champ des possibles. Alors, pour redonner des éléments de contexte, DGS, moi je suis en direction générale juste un peu avant le passage en communauté d'agglomération de Luberon-Vaucluse en 2017. Une administration qui se construit et qui travaille la mutualisation, donc avec un recrutement d'une DRH mutualisée Villaglo, une mise à plat du temps de travail sur les deux entités avec un travail fourni sur les organisations, le temps de travail, les conditions de travail, et puis une volonté de mettre en place un plan santé sur ce territoire donc de près de 56 000 habitants et de 800 collaborateurs. Voilà, donc on est sur un après-Covid, on sent que les choses bougent, on se retrouve de plus en plus confronté à des inaptitudes, avec la présence de métiers pénibles, aussi bien à la ville et à l'agglo, agents nettoiement, agents de collecte, ATSEM, agents petite enfance, donc une usure physique et psychique marquée. L'allongement des carrières aussi, hein, avec la transformation des métiers, là c'est qui est également fait sur le plan national, et puis des difficultés d'attractivité avec des postes vacants. Donc sur la ville et l'agglomération, donc on se dit bon concrètement on a des postes vacants, on est des agents qui sont en pré-usure professionnelle, qui ont des carrières dans nos collectivités, mais qui ont aussi d'autres compétences, un passé, avec aussi des engagements peut-être dans le monde associatif, voilà, un bagage ou pas. Donc, grâce au travail aussi sur les 1607 heures, on a quand même une meilleure connaissance aussi de nos équipes. On est aussi sur 800 agents, donc c'est déjà plus faisable. Et là, on se dit, bon, on va pas on va penser un dispositif sur mesure avec un double enjeu, un enjeu pour l'agent de retrouver un nouveau souffle, de retrouver une utilité sociale, hein, parfois sur des agents qui sont en poste depuis 10-20 ans sur des missions pénibles, en peine de sens, voilà. Et puis, on se dit, l'agent peut aussi être acteur d'une trajectoire et non pas, voilà, enfin, la trajectoire n'est pas, comment dirais-je,
est sinueuse, elle n'est pas linéaire. Donc voilà, est-ce qu'on a des agents qui sont prêts à bouger et à se mettre en mouvement? Et puis l'enjeu pour les collectivités, eh bien, il est très simple, hein, c'est de lutter contre l'absentéisme. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, c'est de fidéliser ces agents et de se dire, ben voilà, il y a des possibilités en interne, donc explorons-les. Et, travaillons sur ce sujet-là. Donc, sur le dispositif seconde carrière qui a été pensé avec les organisations professionnelles, hein, qui a fait l'objet d'un cadre délibéré, on l'a travaillé à la fin des années 2020, au début 2021. On est sur un public cible, donc d'agents prêts à un changement professionnel, voilà, quasi immédiat, en milieu de carrière, où voilà, depuis plus de 5 ans sur un poste, parce qu'à un moment donné, il faut bien se donner un cadre pour démarrer, pour expérimenter. On est vraiment aussi dans cette logique d'expérimentation au départ. Le périmètre, il est circonscrit ville-agglo. On va également jusqu'au CCAS, mais on reste grosso modo sur près de 800 agents. On bâtit un dispositif en 2 temps, avec une phase en immersion de 6 mois, où sur les métiers qui sont disponibles, eh bien l'agent peut être en immersion pendant 6 mois au sein du service par le jeu d'une mise à disposition ou d'une mobilité. Oui. Il portait sur des postes vacants et non pas sur du sur-mesure. Il portait sur des postes vacants, ce qui n'est pas le cas du second dispositif que je vais vous présenter, qui est complémentaire et qui s'inscrit dans la continuité de celui-ci. Mais oui, on est vraiment sur des postes vacants. C'est vraiment l'objectif, hein, c'est de résorber la vacance de poste, c'est de fidéliser nos agents et c'est de proposer aussi des parcours au sein de l'agglomération, de la ville et éventuellement du CCS, avec la possibilité de passerelle entre les 3 entités. Donc la durée, comme je vous le disais, on est sur un dispositif qui peut aller de 6 mois, enfin qui va de 6 mois à 3 ans, hein, qui est cadré, avec une phase de 6 mois qui s'appelle une phase d'immersion, qui permet à l'agent de découvrir en fait le métier. Alors c'est accompagné bien entendu de formation et d'un tutorat marqué en interne. Et puis après, il y a une phase de consolidation, de confirmation qui peut aller de 1 an à 3 ans avant une intégration définitive sur le nouveau poste. Voilà. Comme je vous le disais, on est sur un dispositif assez souple et très sécure pour l'agent, dans la mesure où, même s'il fait preuve voilà, de volonté et d'envie de changer de mission, il y a la possibilité de faire une marche arrière, parce que ça peut aussi ne pas convenir. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. C'est encadré aussi hein, dans une convention, avec des suivis très réguliers, des points comment dirais-je, d'entretien marqué, alors dans le service, mais également en appui, bien entendu, de la direction des ressources humaines et du service développement et emploi des compétences. Au niveau de la reconnaissance, c'est plutôt bien, parce qu'on travaille, on travaille sur l'agent, mais on travaille aussi sur la structure d'accueil, où là, il y a le développement d'un tutorat. Donc ça, c'est important. Et puis, ça permet d'être en rupture de nos habitudes et de nos codes, c'est-à-dire qu'on va interroger des compétences qui ont été développées soit précédemment ou en parallèle de la profession, notamment dans le réseau associatif, par l'intermédiaire d'études ou pas. Donc, aujourd'hui, on a déjà 4 ans de recul. On a 13 agents qui ont intégré ce dispositif seconde carrière. Sur les 13 agents, un échec. On a 4 essais transformés, donc avec des intégrations à la clé. Et puis, les autres agents sont actuellement en phase, la plupart du temps, en phase de confirmation,
Voilà, donc selon le cadre d'emploi, c'est du détachement ou de la mise à disposition. De longue durée. Les quatre essais transformés, vous pouvez nous dire de quel poste à quel poste? Bien sûr. Alors, on va retrouver un agent, une ATSEM, donc qui était au service des affaires scolaires, qui est désormais alors qui était ATSEM donc à la ville de Cavaillon, qui aujourd'hui est assistante administrative et comptable auprès du service informatique de l'agglomération. On va retrouver un agent petite enfance qui a fait une immersion de l'agglomération, qui a fait une immersion et qui désormais est au centre social donc de la commune et qui est sur des missions de médiation et de travailleur social. On va retrouver un agent de déchetterie, un gardien de déchetterie qui a muté, donc là c'est aglo, hein, qui a muté de l'aglo vers la gérance d'un camping. Qui est voilà, qui est en gestion directe. On va retrouver plusieurs exemples de ce type-là. Donc, il y a vraiment des différences. Alors, pour reprendre cet exemple d'agent de déchetterie, donc un agent de déchetterie qui avait pas un bagage universitaire ou scolaire trop développé, mais qui avait une expérience, notamment dans la grande distribution, qui avait pu manager des équipes, qui avait suivi des stocks, etc., qui avait fait le choix d'intégrer la collectivité au sein d'une déchetterie, donc comme gardien, pendant près de 10 ans, et voilà, qui avait fait un peu le tour. Donc, on lui a proposé ce poste-là. Il a été formé, bien entendu. Hein, ça fait l'objet de longs mois de formation, mais aujourd'hui, l'essai est transformé et la gestion est très bien assurée. Vous nous parliez, brièvement, parce que le temps passe très vite, vous nous parliez d'un deuxième dispositif. Alors, vraiment en quelques mots. En quelques mots, bien sûr. Alors, le deuxième dispositif, le premier était bâti voilà, sur les postes vacants. Et très rapidement, on se dit, mais et puis pour des agents déjà en maturité, de se dire, bon, ben voilà, je suis prêt, je vais essayer de faire autre chose, etc. Mais on a aussi une partie de nos agents qui se posent beaucoup de questions, pour lesquels il n'y a pas forcément de poste dans la collectivité. Et là, très rapidement, on se dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir un plan de formation peut-être plus théorique avec le CNFPT et sur mesure, et puis travailler à l'échelle d'un bassin de vie élargi. On a l'habitude de travailler en réseau, notamment les directions générales sur le territoire vauclusien, les DRH aussi. Donc, on se met en tour de table avec le CNFPT et puis 4 PCI voisins et les villes-centres. Et là, très rapidement, on bâtit un nouveau dispositif qui est intitulé « Mutualisons nos énergies pour un nouveau départ ». Là, voilà, on est vraiment sur des agents qui n'ont pas encore fait, on a employé ce terme-là, mais le deuil de leur métier, mais qui ont quand même envie de se projeter, qui sont en pré-usure professionnelle. Attention, hein, les deux dispositifs bâtis ne sont pas sur on n'est pas sur du reclassement, on est vraiment sur bien en amont, mais avec voilà, une pré-usure marquée. Là, on construit, l'objectif c'est de construire un projet et de certifier, c'est-à-dire qu'à la clé, là on est déjà sur la deuxième promotion. On est sur un cycle qui se bâtit sur une année, composé de 2 phases. Une phase théorique avec 17 jours de formation, bâtie avec le CNFPT, réapprendre à apprendre, avec une phase d'introspection, de confiance en soi, aussi sur des apprentissages, sur des apprentissages de base, hein, la lecture, l'écriture, voilà, le tableur Excel, hein, j'ai envie de dire, mais également une connaissance de l'environnement territorial, des politiques publiques, des enjeux, donc un socle qui est formateur. Et puis 20 jours en immersion au sein d'autres collectivités. Hein, c'est-à-dire que généralement, on a 2 agents du territoire sur lequel je suis, donc LMV et Ville de Cavaillon. Ces 2 agents-là, ces 2 candidats-là,
feront automatiquement des formations et des découvertes de métiers dans les collectivités voisines durant 20 jours, avec 2 phases de 10 jours. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous parce qu'il est possible que des questions puissent vous intéresser, puis il y en aura peut-être par rapport à vos propos. Alors, à ce stade, moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a quelques questions qui nous sont posées. Il y en avait quelques-unes qu'on m'avait passées avant aussi, que j'aimerais bien vous poser. Alors, ça peut être éventuellement redondant avec des choses qu'on a déjà traitées, mais ça permet de les redire ou de les redire autrement. La première, ça commence par un compliment pour vous, Jérôme, et après, il y a une question. Tout ce que dit Jérôme est très clair et très juste, mais... Quelqu'un qui me connaît. Mais voilà. Oui, c'est clair, visiblement. Mais comment impliquer les décideurs à s'engager, à anticiper, à prendre conscience de la problématique pour, au final, agir à la source? Alors, il y a une piste, c'est une question large, hein. Il y a une piste tout à l'heure qui a été évoquée, c'était l'idée de la santé, quoi. Enfin, mais peut-être qu'il y a d'autres... Comment est-ce que vous apprendriez cette question? Bon, les décideurs, je pense qu'on parle des élus. Enfin, j'imagine que Ouais, a priori, je pense que ouais. c'est C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour l'instant. Oui, C'est l'occasion. On voit bien que c'est une question centrale parce que pour pouvoir engager des politiques comme les vôtres, là, au moment, j'imagine aussi structurées, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui se décline en stratégie avec des choix, quoi. Et il y a nécessairement la question du politique derrière. Enfin, j'imagine que c'est soutenu par les élus. Et donc là, il y a un enjeu. Alors, donc, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire en permanence. Il y a du mouvement quand même du côté des élus parce que je pense ils ont été sensibles, surtout sur le dernier mandat, la question de l'attractivité a commencé à poser un sujet. Qui a été évoqué par Karine. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui est, ok, quoi. On sent qu'il y a quelque chose derrière, et à travers la question, il y a, comment dire, une inquiétude autour de ça, et à travers la question de l'attractivité, nécessairement, ça pose aussi la question des conditions de travail, de l'offre qu'on va faire en termes de, alors ils appellent ça un marque employeur, mais évidemment, dès que ça va rentrer dans marque employeur, on va dire qualité de vie au travail, etc. Et donc, je veux dire, et donc question de la santé aussi, c'est-à-dire que c'est une sorte de porte d'entrée qui permet de poser ce sujet-là des ressources humaines. Alors là, c'est la question de les attirer, mais pour les attirer, il faut que à l'intérieur, ça fonctionne bien aussi, quoi, d'une certaine façon, et qu'ils ne soient pas cassés au bout de quelques années. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui bouge, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Bon, et après, c'est de l'alerter, mais je pense que là aussi, il peut y avoir des évolutions, vu les défis, vu la situation. Je pense que là, il y a un moment stop, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça doit devenir un enjeu stratégique nécessaire, enfin, je veux dire, incontournable, sinon c'est aller dans le mur, quoi. Donc, il y a une question, je pense que ça, il y a quelque chose là qui peut quand même les sensibiliser sur la question des moyens. Est-ce qu'on va avoir les ressources humaines pour faire face à tous les enjeux que l'on a? Et donc la question d'entretenir dans la durée, enfin, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un travail soutenable, pour que les ressources humaines puissent faire face à l'ensemble des défis. Je pense qu'il y a du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que le vécu du travail, l'expérience quotidienne du travail devient un sujet absolument majeur. Confère tous les débats qu'il y a autour de la question de la retraite, en fait. Ok, donc on était dans des logiques très macroéconomiques, quantitatives, il faut travailler plus. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on veut travailler mieux, quoi. Donc dans cette articulation-là, je pense que petit à petit, un certain nombre d'élus aussi peuvent être sensibles à ça et se dire, ok, c'est un axe politique et c'est pas un truc simplement, je laisse mon élu RH dans son coin à gérer les affaires. Alors, on va continuer notre séquence ici dans l'air, questions SMS. La CARSAT aide les employeurs privés du privé pour l'achat de matériel pour prévenir les TMS. Quels organismes peuvent aider les collectivités? Alors, je ne sais pas si c'est des... On n'est pas obligé d'avoir des réponses à toutes les questions. Mais... Alors, il est vrai qu'il y a une... Enfin, vous allez sûrement en parler aussi mieux que moi, mais il y a une vraie question ergonomique, adaptation de poste et moyens, parce que ça se finance. Alors nous, c'est vrai que quand un agent a une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé, on a des fonds de financement avec le FIPH qui nous permettent en fait non seulement de payer de la formation, qui peut être très coûteuse quand c'est des formations assez conséquentes, et en même temps de matériel. Et ça, je pense que c'est important. Et nous, dès lors qu'il y a intégration directe d'un agent sur un nouveau poste, l'intégration étant définitive, moi, je demande toujours au service d'accueil alors de contacter la médecine pour voir si besoin de refaire une visite d'embauche et surtout aussi l'aménagement du poste. Et ça, c'est important parce qu'il y a des pathologies qui, même, je pense, en administratif, nécessiteront un aménagement physique. Donc, il y a des fonds de financement un petit peu là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment aller creuser tout ça
aujourd'hui pour permettre la continuité de la carrière en fait. Christine Perret, sur ce sujet. Oui, alors le FIPHFP, c'est très important pour obtenir du financement pour du matériel ergonomique, parce que c'est vrai que les collectivités ont besoin de ces financements. Donc l'aménagement de poste, comme vous le dites, c'est important, même sur un poste de reclassement. Donc du coup, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et il faut aussi pouvoir parfois accompagner la collectivité pour pouvoir obtenir ces aides, parce que souvent, on a des collectivités qui disent que c'est très chronophage, que les procédures sont très lourdes et très compliquées. Et donc c'est pareil, c'était l'objet, je pense, du référent handicap, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un dans la collectivité qui est spécialisé là-dedans, qui sait comment mobiliser, comment remplir les dossiers et comment demander ces aides pour pouvoir les obtenir et pour faire que l'aménagement de poste soit effectif et pas dans un délai de 9 à 12 mois, mais plutôt assez rapidement. C'est un enjeu de maintien en poste et ça permet à l'agent de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Alors, je continue ma petite liste. Il y a des questions directes pour vous, Camille, et pour Karine, je les mettrai à la fin. Je reviens sur cette question, on l'a un tout petit peu évoqué. Vous parlez beaucoup de la prévention de l'usure physique. Aujourd'hui, nous avons également l'usure psy, burn-out, même chez des jeunes professionnels, notamment dans le domaine de l'accompagnement social. Est-ce que l'accompagnement de ces agents nécessite d'autres pratiques en termes d'anticipation? L'anticipation, Alors, effectivement. Oui. Allez-y tous les deux. Alors, on a beaucoup de demandes d'agents qui travaillent dans l'humain. Là, on parlait des ATSEM, etc. Et puis surtout les travailleurs sociaux qui vont être un gros sujet aussi. Les agents sociaux, ils nous contactent, nous, en amont, en disant là, je suis en train de perdre pied, ou je sens que j'y arrive plus, ou que je peux plus venir le matin au travail. Et je pense que c'est les gros sujets de demain. Il y a vraiment un travail à faire sur ces métiers très exposés. Et puis, il y a une vigilance, et ça, moi, je crois que c'est le premier levier, la vigilance des encadrants de proximité, qui savent aussi être à l'écoute de leurs collègues, qui sont un petit peu le réceptacle. Et là, ils vont nous contacter. Alors, de mon côté, ils vont me contacter pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut aider l'agent à faire un bilan pro, quelque chose, et ils vont aller vers les médecins. Et puis, on a une psychologue, on a la chance d'avoir une psychologue clinicienne chez nous, ce qui n'est pas anodin comme choix. Et du coup, elle est là aussi en renfort pour être un petit peu le réceptacle de ces sujets-là. Donc, il faut tout de suite orienter vers du soin. Ça, je pense que... Oui, managers de proximité qui sont eux aussi entre le marteau très et l'enclume, exposés. donc pas mal exposés et sollicités. Oui, sur la question de l'anticipation, c'est la question de l'anticipation. On est beaucoup resté, je voudrais insister sur un point, on est beaucoup resté sur anticiper carrière, donc faire des évolutions de carrière de manière plus précoce, quoi, grosso modo. Je reviens un peu sur les questions de prévention pure. Alors j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire des formations actions sur les situations de travail réelles, etc. Mais je crois qu'il y a un point qu'on n'a pas suffisamment évoqué, qui est la question du travail managérial au quotidien. C'est-à-dire pas simplement manager, ah oui, je sens qu'il y a des signes, etc. Donc j'adresse aux professionnels, etc. C'est-à-dire de faire de la question de la santé au travail au sens large que j'évoquais tout à l'heure avec cette positivité, etc., un sujet de discussion avec les équipes. Tout simplement commencer avec le fameux, comment ça s'appelle, le DU, machin, document unique, qui souvent est fait là-haut par les RH. Ça serait bien, tiens, si on le faisait ensemble, nous, les ATSEM, là, voilà, avec l'encadrant de proximité, voire avec quelqu'un de RH un peu en renfort pour discuter, quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'on peut changer dans l'organisation du travail qui va limiter les effets d'usure. C'est ce travail-là au quotidien, au ras des équipes, au ras des situations de travail, et intégré à l'action managériale au quotidien, que une grande part des problèmes se jouent et de leur résolution. Je continue. Merci pour ce témoignage très intéressant. Alors, toutefois, le quotidien est souvent moins favorable dans les structures plus petites. Il y a beaucoup de questions qui viennent évidemment sur les petites collectivités, et ça questionne directement les centres de gestion aussi. Plus petites, où les moyens d'accompagnement n'existent pas, ou peu, où les possibilités de mobilité Quelles pistes opérationnelles pour les plus petites structures qui ont... Voilà, parce que l'autre question est un petit peu sur l'anticipation de l'usure, mais également sur les petites collectivités. Donc, question posée d'une certaine manière au centre de gestion, et puis avec...
Donc On se tourne vers vous. pour les petites collectivités, c'est vrai qu'elles ont besoin d'être accompagnées parce que c'est moins souvent, parce que c'est plus compliqué. Mais notamment, il a été discuté récemment au CIG Grande Couronne de mettre à disposition des référents handicap, donc des professionnels qui ont l'habitude justement de mobiliser les offres de financement de formation, de financement d'aide matérielle, de financement d'aide humaine, de financement de mise en place de transport, enfin voilà, d'équipement de véhicules, enfin tout ce dont on peut avoir besoin pour améliorer la qualité de vie au travail des agents. Et puis compenser des outils de compensation du handicap. Donc c'est un point très important. Et on peut avoir aussi des cellules PDP, donc des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle ou des cellules de maintien en emploi, parce que c'est pareil, dans une petite structure, c'est éventuellement compliqué et parfois il faut aller voir au-delà de la structure et chercher des postes aussi dans d'autres collectivités pour ne pas se restreindre dans la reconversion et dans l'appétence de l'agent pour le poste de reconversion professionnelle ou de reclassement. Donc, nous, en tant que CIG, on peut aussi effectivement accompagner ces collectivités en leur donnant les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces politiques qui sont compliquées à mettre en place quand on est une petite structure. Il y a une question annexe qui peut concerner indirectement les centres de gestion, qui fait un constat qu'on connaît tous, hein, que beaucoup de gestionnaires RH sont déjà en difficulté pour assurer la bonne maîtrise et la connaissance de plus tous les textes qui leur arrivent régulièrement, enfin j'en passe des meilleurs, et que du coup l'anticipation devient difficile, voire inaccessible pour certaines et certains, et que l'idée de créer des boîtes à outils, des process mutualisés ou d'autres, uniformisés au niveau national, on pourrait imaginer que des collectivités, mais des centres de gestion aussi mettent ça en commun d'une manière ou d'une autre. Par peut-être l'association des directeurs de centres de gestion, enfin je ne sais. Alors c'est difficile de vous poser la question de répondre au nom de tous les centres de gestion, mais je trouve que l'idée est intéressante et je pense que ça pourrait être très efficace, donc d'avoir du retour d'expérience global, parce que finalement les collectivités emploient toujours le même genre de métier, avec toujours des problématiques qui sont extrêmement récurrentes et qui reviennent toujours au premier plan. Donc c'est assez intéressant. Il y a des initiatives, hein. Je ne sais plus quel CDG a mis en place un site qui s'appelle Mobilité, et donc en fonction du poste initial, on propose des postes de repositionnement, de reclassement en fonction des compétences initiales. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui sont très intéressantes. Après, ça ne peut être que des guidelines, ça ne peut être que des grandes lignes, parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, chaque situation est individuelle, avec les capacités résiduelles de travail de l'agent, les possibilités de la collectivité au moment où le reclassement a lieu. Et donc, voilà, il faut travailler ça de façon individuelle. Message à transmettre à l'association des directeurs de centres de gestion, entre autres. Voilà. Bon. Il y a une question qui est plus destinée à vous, Camille Tossi, ce qui est, vous parliez effectivement que la mobilité interne, la manière dont vous avez géré la mobilité, c'est-à-dire que les mobilités choisies et non choisies, etc., ce que vous aviez arrêté ou pas. Et la question est, le fait de stopper la mobilité choisie ne risque-t-il pas de provoquer d'autres problèmes? Alors, effectivement, c'était un choix provisoire. Quelqu'un qui a bien écouté. Voilà, parce que si la stopper, c'est engager d'autres conséquences. Surtout dans un contexte de restriction budgétaire. Parce qu'il y a aussi ça qui est important dans l'équation. Nous, le stop qu'on fait provisoire nous permet, parce qu'on a une centaine d'agents en attente, de régler ça, parce qu'il fallait. Aujourd'hui, on réouvre progressivement la mobilité choisie. Et cette mobilité choisie, c'est un mot que je suis un petit peu dubitatif, parce qu'il y a un grand fourre-tout dedans. Et justement, si on la rouvre, on va pouvoir toucher à la prévention. Parce que les agents qui ne sont pas encore avec ce papier de la médecine ou ce retour du conseil médical ne peuvent pas venir encore chez nous. Mais là, on va refluidifier d'une part des situations qui sont en risque d'inaptitude et qui vont être accompagnées, et c'est celle qu'on priorise là, dans la mobilité choisie en ce moment. On est en train de lancer nos premiers bilans professionnels, et c'est typiquement sur ces populations qu'on est allé. Deuxièmement, réouvrir la choisie, c'est aussi recréer de la fluidité dans les postes, notamment de catégorie C, qui sont
particulièrement impactés par les inaptitudes, hein, beaucoup plus que d'autres catégories, on ne va pas se mentir, même s'il y a la problématique managériale, comme on le dit, qui arrive à grands pas. Mais fluidifier ces postes, ça va permettre d'en libérer des nouveaux pour des gens qui vont pouvoir rebondir dessus, etc. Donc, Ouais, moi, quand je travaille avec les services, des fois, je ne préempte pas certains postes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prérequis, que ça va être quand même dur pour l'équipe qui est en pleine recomposition. Par contre, ils ont un mouvement interne qui est intéressant à proposer et je sais que le poste initial de l'autre personne qui va évoluer va m'intéresser pour d'autres agents. Et c'est tout l'enjeu. Si vous faites ce choix, il faut le faire provisoirement parce que sinon, vous allez vous bloquer dans l'autre sens au bout d'un moment. Une question pour Karine Icard, sur je crois que c'est le deuxième dispositif que vous aviez évoqué. Vous l'aviez un peu évoqué. Sur quels critères sont choisis les candidats sur le deuxième dispositif, plan de formation dans la collectivité, comme l'interrogation? C'est sur sélection, hein, en fait. Donc, il y a une campagne interne qui est proposée sur l'ensemble des collectivités partenaires. Et puis, les candidats sont reçus par un jury. Alors, un jury qui est bien entendu pas composé de membres de sa collectivité d'origine. Hein, on veille à ce qu'il y ait une forme de neutralité. Et puis, un représentant du CNFPT. Ça fait l'objet d'un dépôt de candidature officiel. Hein. C'est déjà le démarrage d'un cursus de formation et un cheminement personnel qui est fort, avec une lettre de candidature, un CV et une audition. Et ensuite, on sélectionne des promotions de 12 agents. Ok, puis il y avait une autre question, mais je crois que même moi je peux y répondre, il me semble. C'était sur le premier dispositif. La question c'est des postes sont-ils créés pour les 13 agents pour intégrer le dispositif, le premier? Et non, c'est C'était des postes vacants qui étaient, et non du sur-mesure. essentiellement sur du poste vacant. Bon, voilà, donc c'était ça. Deux dernières questions, quoique dès qu'il y en a une qui s'en va, il y en a une autre qui arrive, ce qui est bon signe, ça prouve que vos propos intéressent. Pour les aménagements de postes, des agents n'ayant pas de reconnaissance RQTH, existe-t-il des aides? Pas à ma connaissance, non. Non. C'est l'employeur qui doit C'est- mettre en place, mais il n'y a pas d'aide financière d'un Donc c'est l'employeur. Voilà. organisme. Et puis, une question qui est large et qu'on a déjà un petit peu évoquée sur les territoires plus ruraux. Comment traiter la question des freins à la mobilité géographique qui limitent les possibilités de reconversion, évolution professionnelle? Question qui concerne les centres de gestion. Aussi, entre autres. Bon, il y a des gens qui viennent avec des questions et qui n'ont pas forcément de réponse. Hein. Il y a pas Ouais, de... non, mais c'est un enjeu compliqué, hein, parce qu'en plus, pour les agents en reclassement, parfois, il y a des limitations aussi de déplacement en voiture ou de déplacement en transport en commun pour des problématiques de mobilité. Donc, on n'arrive pas toujours... enfin, ça reste limitant. Ça reste limitant pour faire les formations. Enfin, c'est un vrai problème. Karine, sur Un ce... vrai enjeu. D'où l'intérêt de travailler peut-être sur des périmètres plus restreints, dans une logique. Aujourd'hui, nous n'avons pas exploré, mais on pourrait aussi travailler avec les communes membres. Moi, je vous ai parlé d'une logique déjà mutualisée, agglomération ville-centre, et puis un dispositif plus large avec une coopération inter-EPCI, mais on peut imaginer aussi des coopérations dans l'enceinte des ressorts intercommunaux, des associations de plusieurs communes avec l'appui du CNFPT, voilà, sur des cursus sur mesure. Après, ça nécessite un travail partenarial poussé et puis déjà une identification du vivier d'agents en capacité de se mettre en mouvement. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de... On peut essaimer. Voilà, je pense que ce que nous avons proposé sur le territoire, SEM peut tout à fait être reproduit, mais quand même, on a toujours des spécificités territoriales et ça nécessite un travail de diagnostic territorial poussé avec l'appui des... Une volonté politique partagée, ce qui n'est pas toujours
simple sur un territoire. Et peut-être une dernière question qui est plus une remarque qu'on m'a faite à plusieurs reprises, qui pourrait être la dernière question, c'est qu'une fois la personne reclassée, tout n'est pas forcément réglé, si je puis dire. C'est que des Alors, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, est-ce que ça suscite comme réaction Alors nous, c'est un petit peu ce qu'on travaille parce que nous, on travaille sur poste vacant, intégration directe. Il y a un timing qui est celui des 1 an, qui est long et court à la fois, donc on ne peut pas jouer avec le temps. Par contre, il faut rassurer les services et l'agent qui arrive. Donc, il y a un plan de formation, bien évidemment, qui, lui, va se donner dans le temps. Mais là, sur certains agents, nous, on travaille notamment avec ma collègue concernant l'évolution pro sur potentiellement continuer à les coacher. Parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est du coaching, c'est même pas de l'accompagnement, je dirais. Et c'est de pouvoir sécuriser un peu pour qu'ils aient, en plus de l'accueil bienveillant dans les services, de tout ce qu'on a mis en place en amont, qu'ils aient peut-être un lieu aussi ressources où ils peuvent venir un petit peu de manière neutre, exprimer encore des peurs, des choses voilà, qui les mettent aussi en insécurité parfois. Et puis surtout, ce plan de formation qui doit se poursuivre et se sécuriser. Mais je pense que c'est vraiment là la clé. C'est pas juste la ligne d'arrivée, cette intégration. C'est le début d'un nouveau poste, d'une nouvelle carrière pro. Il y a un suivi aussi avec le médecin qui est important de maintenir pour certaines pathologies. Je pense notamment, on en parlait tout à l'heure, l'inaptitude pour raisons plus psychiques, voire psychiatriques. Là, il y aura un besoin, je crois, de plus en plus. Et nous, on est en train de se questionner un peu sur ces outils. Alors, on est sur le personnalisé. Là, en ce moment, j'accompagne un agent. Je me dis, je pense que c'est important de borner des temps avec lui, même s'il y en aura dans le service d'arrivée. Et du coup, je pense que sur le psychique, ça va être très, très important. Et c'est la question aussi du soin après. Oui, puisque je pense qu'il est important aussi, c'est de pouvoir reclasser l'agent sur un poste qui est vraiment adapté à son état de santé et vraiment adapté à ses capacités résiduelles de travail, parce que parfois on a des reclassements qui sont à moitié où il y a encore de l'astreinte physique, il y a encore trop de risques et il y a encore trop d'usure qui va s'accumuler et l'agent va être obligé d'être reclassé à nouveau. Et je pense que c'est particulièrement compliqué d'être reclassé une deuxième fois quand on a déjà vécu ça une première fois. Donc, Jérôme, Oui, ou en guise de... La question de l'intégration, elle est un peu hors champ des dispositifs. C'est-à-dire en PPR, paf, ça s'arrête, quoi. Et c'est vrai c'est absolument déterminant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un après, et l'après, il est long, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, donc ça rajoute de la temporalité, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc, il y a besoin de tiers, on ne peut pas laisser les équipes en vrac par rapport à ce sujet-là, quoi. Donc, il faut des tiers, alors, qui viennent du CDG, qui viennent de l'interne, de ressources humaines. Souvent, mais on le rencontre fréquemment, ce sujet-là, c'est qu'on ne parle pas du sujet, en fait, collectivement. J'entends avec les équipes, le manager, etc. Les gens arrivent, et puis on l'accueille, etc. Mais il n'y a pas de se dire, OK, on va accueillir quelqu'un, son parcours, c'est ça aussi, comment vous ressentez l'affaire, quelles sont vos inquiétudes, enfin, travailler un peu le truc. Ça reste un peu tabou encore. Je pense, oui, poser ce sujet-là de la même manière quand un agent est absent longtemps, la question du report. Le retour après longue maladie. Mais en parler, poser le sujet sur la table. Et ça évite de créer tout un tas de tensions qui vont venir en plus rendre les choses encore plus compliquées. Donc, il y a un enjeu important. Excuse-moi. Karine, peut-être un dernier mot, parce que comme vous êtes loin, je ne sais pas si... Oui, et puis alors je ne vous vois plus. je vois juste la table, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, donc simplement pour rebondir, on est aussi dans une logique PPR, etc. Mais les deux dispositifs là que je vous ai présentés de manière très, très succincte sont vraiment, c'est pas du reclassement. On se situe bien en amont du reclassement. On est déjà sur des agents qui sont en pré-usure pro. Voilà. C'est pas, on est loin du reclassement. On va remercier la coopération régionale des centres de gestion des Pays de Loire d'avoir organisé cette creux, parce que ça nous a permis d'aborder ce sujet sous plein d'angles. Merci beaucoup à tous les 4. Je n'oublie pas Karine, bien entendu, pour vos témoignages, vos avis, la générosité de vos propos.
Et puis, je l'espère, et merci à VK aussi de nous avoir permis d'organiser cette manifestation dans son studio, et à très bientôt, j'espère.